Moi, initialement, je viens des médias et du cinéma. Donc j'ai commencé en 2005 dans la production cinéma. Très rapidement, j'ai voulu utiliser le cinéma comme un outil pour inspirer les gens à passer à l'action. Et plus tard, j'ai découvert la puissance d'Internet. J'ai bossé au Festival de Cannes, chez Canal+, dans la production. Et en fait, mon modèle, c'est Participant Media aux États-Unis, qui est un studio justement qui fait de la veille en amont sur ce qui se passe dans le monde entier, les tendances, les blocages, les solutions. Ça vient alimenter les films et ensuite on donne des outils aux spectateurs pour les mettre en contact avec des faiseurs terrain, entrepreneurs sociaux, ONG. Et donc moi j'essaye un peu de reproduire ça. Utiliser les médias pour faire de la participation, en fait de l'activisme. Ouais, pas forcément, tout le monde n'est pas prêt à être Participatif. activiste. Ouais. Mais avoir un vrai impact mesurable. D'accord. Alors soit en faisant de la com, soit en faisant vraiment de la production de contenu plus artistique, il y a les deux. Cyril ? Moi, j'étais comédien au départ, j'étais acteur. Après, j'ai fait plusieurs trucs, plutôt dans le domaine des ONG. Au départ, j'organisais des congrès israélo-palestiniens. Après, j'ai organisé des congrès d'imams et de rabbins pour la paix, avec l'idée qu'on pouvait créer un dialogue judéo-musulman qui pourrait aider à résoudre le conflit israélo-palestinien. Eh ben, c'est une partie de ta carrière qui est très peu connue. Non, mais c'est intéressant. Et ça a très bien marché, d'ailleurs, on a bien résolu le conflit israélo-palestinien. Il reste un peu de boulot. Oui. Pas la peine de dire merci, quoi. Après, j'ai participé à la création et j'ai dirigé un mouvement qui s'appelle Colibri, qu'on a créé avec Pierre Rabhi et quelques autres personnes en fin 2006. Pendant que je dirigeais Colibri, j'ai créé un magazine qui s'appelle toujours Kaizen, qui est un bimestriel consacré à des gens qui essaient de réinventer la société. Une collection de livres chez Actes Sud qui s'appelle Le Domaine du Possible, dont je m'occupe toujours. J'ai coproduit et co-écrit avec Colline Serrault un film qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global, un documentaire sur l'agriculture. Et j'ai fait un burn-out en 2012 parce que je faisais trop de trucs à la fois. Et donc du coup j'ai arrêté de faire certains trucs, j'ai démissionné de Colibri, de Kaizen, et je me suis consacré plutôt à l'écriture et à la réalisation. Et donc c'est ce que je fais maintenant. Et du film Demain. Donc j'ai fait un film qui s'appelle Demain avec Mélanie Laurent, et un film qui s'appelle Après-demain, donc qui est projeté ici, je sais pas quand, avec Laurent Voilà. Projeté hier. Hier soir, très bien. Et j'ai écrit un roman, 2 essais, 2 livres pour les enfants, un recueil de poèmes. Et je continue à essayer d'avoir une vie à la fois de création et d'activisme, on va dire. D'accord, mais comment est-ce que tu définirais ton rôle? T'es porte-parole, t'es activiste, t'es militante, Comment on pourrait résumer tout ça? Je sais que c'est pas facile, hein, mais... Moi, je viens aider, c'est-à-dire que en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de momentum vraiment fort, hein, où la question climatique, la question écologique est en train d'émerger, et comme moi, c'est quelque chose dans lequel je suis engagé depuis presque 15 ans, j'ai un peu plus de notoriété maintenant, donc j'essaie de le mettre au service d'un certain nombre d'actions, et puis j'essaie de faire coïncider les objets, des objets créatifs auxquels je participe avec ces idées-là. C'est-à-dire que les films que je fais, là je suis en train de finir un scénario d'un film de fiction, je vais recommencer un autre documentaire pour le cinéma, c'est des films qui parlent de tout ça, donc qui ont pour objectif de nous aider à changer de regard sur ces questions-là, éventuellement de donner de l'énergie à un maximum de personnes pour qu'elles s'engagent et tout ça. Très bien. Alors, il y a eu un très gros mouvement cette année. En fait, il y a eu 2 mouvements parallèles, hein, même si à un moment, on verra, ils sont un peu rejoints. Il y a eu un très gros mouvement de prise de conscience écologique sur le climat en particulier. Il y a eu une pétition qui a eu plus de 2 millions de signatures. Il y a eu plus de 200 000 personnes dans les rues. Il y a eu 40 000 collégiens et lycéens, ce qui représente un pourcentage énorme pour une classe d'âge aussi petite. Il y a eu énormément de choses, mais c'est vrai qu'on est un peu perdu. Moi, je fais partie des gens qui sont un peu perdus. Pourtant, j'ai essayé de bien lire les journaux, de bien comprendre. Entre On est prêt, l'affaire du siècle, l'action en justice, l'appel de Cannes, le sondage. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous démêler tout ça? Moi, je peux parler de mon point de vue, de mon parcours. Donc, On est prêt, je
je suis la fondatrice et en fait C'était le départ. c'était le départ de On est prêt du coup, et puis ça a rejoint l'affaire du siècle, je vais expliquer comment, mais moi, donc depuis des années, j'ai cette envie de créer un écosystème pour les créateurs vidéo, que ce soit cinéma, séries, documentaires, web, qui souhaitent avoir de l'impact, les coordonner entre eux, et puis les coordonner avec des experts et des faiseurs. Donc vraiment faire travailler au maximum l'intelligence collective pour que chacun ne parle pas dans son coin comme c'est le cas habituellement, et ça devient cacophonique et les messages ne sont pas portés. Et là, le pari, c'était de se dire, si on fait parler tout le monde au même moment d'un même sujet qui leur tient à cœur, est-ce que l'impact va être démultiplié? Et donc en fait, j'ai commencé à aller voir d'abord les créateurs web, alors que je venais initialement du cinéma, pour leur proposer justement de créer ce type d'écosystème-là. Alors, créateurs web, c'est les youtubeurs? Ah oui, ils n'aiment pas youtubeurs, c'est un gros mot. Ils n'aiment pas? Ouais, non, faut pas dire youtubeurs. Puis il y en a qui sont sur Instagram, c'est pas la même chose. Non. Puis d'autres sur Twitch, enfin bref. Donc des créateurs web. D'accord. Voilà. Et donc j'ai commencé à aller voir les plus engagés, et puis en juin dernier, je les ai réunis, on était 15 à ce moment-là, et on a parlé toute la journée de l'écosystème, et à la fin de la journée, on s'est dit, si on lançait une première campagne d'impact pour voir. Donc là, il y a plusieurs idées qui ont jailli, et puis on s'est dit, autant utiliser le temps médiatique qu'il y aura à la fin de l'année entre la sortie du rapport du GIEC le 18 octobre et la COP24. On anticipe qu'il va y avoir un espace médiatique à occuper, donc là on est 15 dans la pièce, on a déjà 2 millions d'abonnés à nous, utilisons cette force de frappe. Donc ils m'ont dit, bon bah Magali, tu vas nous dire ce qu'on fait, on se revoit dans un mois et tu nous dis quel call to action on porte. Donc là j'ai eu pour Alors, est-ce que vous pouvez quand même citer les noms peut-être? Des premiers? Voilà, des premiers ou Des premiers créateurs, ok. Ben, il y avait Henri Poulain de Data Girl, il y avait OGG, Vanessa Brias qui est un peu la mère du YouTube en France, Swan Périssé, et tout le monde s'en fout, Patrick Beau de Axolot, faut pas que j'en oublie. Au tout début il y avait les Parasites, il y avait Partager c'est sympa. Est-ce que j'en oublie? C'est déjà pas mal. Alors je fais oui parce que je les connais tous très bien. Hein. Je suis parfaitement au courant. Il n'y avait même pas besoin de me le dire. Pour les autres, pour tous les jeunes qui sont là qui ne connaissent pas. Voilà. Et donc est née l'idée de faire cette campagne sur le climat parce que c'est un sujet qui nous tenait tous à cœur. Et donc j'ai eu cette mission d'aller investiguer auprès des sachants pour voir comment cet outil pouvait être utilisé de la manière la plus efficace possible. Donc je suis allée voir les scientifiques, les experts du GIEC, les ONG, les journalistes, pour leur dire on a cet outil-là, qu'est-ce qu'on peut en donner la faire matière aux créateurs web. Bah oui, parce que nous on avait un outil, mais ouais, c'est ça quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Marie Toussaint au mois de juillet. Et Marie Toussaint, en fait, c'est elle, il y a 3 ans, en voyant ce qui s'était passé aux Pays-Bas avec l'action en justice de plus de 500 citoyens. Donc c'est elle, en 2015, qui a eu l'idée d'attaquer l'État en justice. D'accord, donc c'est la rencontre de créateurs web coordonnés par vous et de gens qui ont voulu attaquer la justice, attaquer l'État sur le climat en justice. Voilà. D'accord. Et donc en fait, en juillet, les créateurs, ils étaient plus de 15, ils étaient 40. Donc ça grossissait, ça faisait un effet boule de neige. Et entre-temps, Marie Toussaint, elle a été rejointe par 3 ONG. Donc la FNH, Greenpeace, Oxfam, et donc ça a vachement musclé tout le dossier juridique. Et en fait, toute la campagne On est prêt s'est construite autour de son action. De cette action-là, qui a été au final une action archi-collective, qui n'aurait pas marché si ça n'avait pas été aussi collectif. Ok. Et alors après ça est venu le sondage fait avec BVA. Ah, alors ouais. Alors le sondage, ouais. Alors bon, on est prêt, donc on va pas, donc 1 mois d'action, grand défi final à faire du siècle, comporté par Il est encore temps, qui est un autre... Alors il est encore temps. un autre collectif, donc on est prêt, il est encore temps, il y a plein de gens qui ont participé à... Et là, à ce moment-là, il y a déjà, c'est le moment des manifestations. Eh ben oui. Voilà. En fait, les manifestations ont commencé au moment où Nicolas Hulot a démissionné. Donc, il a démissionné le 29 août. Il y a eu une première marche pour le climat qui a été organisée le 8 septembre, qui a été beaucoup portée par Il est encore temps, qui était cet autre mouvement avec des youtubeurs assez engagés, qui ont fait une vidéo qui a été vue énormément, qui a mobilisé, je ne sais plus combien on était la première fois, mais je crois que c'était de l'ordre de 150 000 en France ou un truc comme ça. Et cette mobilisation s'est poursuivie. Donc il y a eu une deuxième marche le 13 octobre, il y en a eu une autre le 8 décembre. Et
l'affaire du siècle est venue renforcer finalement cette mobilisation pour le climat qui commençait dans la rue. Et l'idée, c'était de lui donner encore plus d'ampleur en montrant qu'il n'y avait pas que les gens qui étaient dans la rue qui étaient concernés par la question, mais qu'il y en avait infiniment plus. Et donc quand on a lancé l'affaire du siècle, donc, qui était portée par ces 4 ONG, accompagnées par On est prêt, et tout un tas d'artistes, cinéma, YouTube, chansons, blablabla, en une journée, je crois qu'on avait plus d'1 million de signatures, et 2,2 millions en un mois peut-être. Oui, c'est ça, vous avez été rejoint par des célébrités, par Juliette Binoche. L'idée était de dire finalement, si on met ensemble à la fois des gens qui ont des grandes communautés sur le web, à la fois des gens qui ont une grande notoriété dans les médias traditionnels, à la fois des ONG qui ont des fichiers assez importants de gens qui sont très engagés, et que toute cette énergie-là, on la concentre dans un seul objectif, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et force est de constater que quand on se met ensemble, effectivement, ça va vite. Et quand l'histoire qu'on raconte aux personnes auxquelles on s'adresse est suffisamment enthousiasmante, ou en tout cas déclenche chez eux quelque chose de suffisamment précis enfin, qui les intéresse, en tout cas qui a du sens pour eux, on arrive à mobiliser beaucoup de monde. Ce qui était incertain jusqu'à ce moment-là, puisqu'on voit bien que les marches pour le climat, même la plus grande qu'on a faite, là où il y avait 350 000 personnes en France, c'est quand même encore minus. C'est ce qu'on dit dans Après-demain. Un soir de victoire de Coupe du Monde, c'est 1,5 million juste sur les Champs-Élysées. 350 000 en France, c'est quand même pas la folie. Même les plus grandes mobilisations qu'il y a eu, qui ont été organisées là par les jeunes suite à l'appel de Greta Thunberg, etc., c'est 1,5 million de personnes dans le monde entier, pas sur les Champs-Élysées. Donc, on peut se dire que sur une question qui, a priori, concerne la survie de l'humanité, on devrait être capable de mobiliser plus. Donc ça, c'était une étape pour montrer qu'on pouvait le faire sur un projet précis qui était de dire on assigne l'État en justice pour son inaction ou son manque d'action face au réchauffement climatique. Donc, arrivé au 8 décembre, le mouvement des Gilets jaunes s'était déclaré le 17 novembre, et il y avait une tentative dans les médias de dire les Gilets jaunes, c'est une réponse à l'affaire du siècle, ces deux trucs sont pas les mêmes choses. Eux, ils ont créé leur mouvement sur une pétition pour baisser le prix de l'essence, donc ils sont absolument pas écolos. Et nous, on voyait bien, à la fois dans les gens qu'on pouvait rencontrer dans le mouvement des Gilets jaunes, et même dans des études sociologiques qui ont été faites sur les groupes de Gilets jaunes sur les réseaux sociaux, qu'il y avait une part assez importante d'entre eux qui avaient vraiment des préoccupations liées au changement climatique, à la biodiversité, etc. Donc, on a commandé un sondage à BVA, où on a testé une dizaine de mesures, qui étaient à la fois des mesures écologiques et justice sociale. Pour voir, et en se disant, finalement, au-delà même du mouvement climat et du mouvement des Gilets jaunes, est-ce que, globalement, il y a une entente de la population française sur ce type de mesures-là? Alors, est-ce que vous pouvez rappeler, peut-être pas les 10, mais les principales mesures qu'il y avait? En gros, je vais vous donner même les résultats, parce que, enfin, quelques chiffres, mais c'était intéressant. On a testé des mesures du type est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des trains du quotidien pour tout le monde pour permettre à un maximum de personnes de ne pas avoir à prendre sa voiture? Évidemment, 83% des gens disent oui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait taxer majoritairement les entreprises qui polluent le plus pour justement permettre aux plus fragiles de pouvoir s'embarquer dans la transition énergétique et écologique? 83% disent oui. Est-ce que vous pensez que le climat devrait être, enfin la lutte contre le changement climatique devrait être la priorité du gouvernement si ça se fait dans une répartition équitable des richesses? 74% des gens disent oui. On a même testé des choses comme le référendum d'initiative citoyenne, où on avait de l'ordre de 59%, je crois. On a testé l'isolation des bâtiments. Est-ce que vous êtes pour qu'on investisse massivement pour isoler toutes les passoires thermiques? Évidemment, 83% disent oui. Donc, globalement, on avait un tableau qui n'était pas du tout celui qu'on voyait dans ce que disaient les responsables politiques à l'époque. Oui. Ça a changé depuis, là on l'a vu aux élections européennes, et à ce moment-là, on avait toujours l'impression que l'écologie c'était le truc qui passait en dernier, ils n'en parlaient jamais dans les débats. Et là, au contraire, dans un sondage d'opinion, on voyait que ça intéressait un maximum de gens, et qu'un maximum de personnes étaient déjà d'accord pour que ces mesures soient prises.
Est-ce que votre sentiment à l'issue de ça, est-ce que c'est qu'il existe une majorité en France, voire en Europe, pour une transition écologique et sociale? Est-ce que vous pensez que c'est quoi? C'est 10% de la population qui est d'accord? 30%? 80%? Mais c'est très difficile de répondre. Non, mais c'est difficile de répondre et à la fois on commence à avoir des indicateurs. C'est-à-dire que là, moi je ne sais pas si vous avez vu le dernier débat là, qui a eu avant les européennes, c'était quand même de la science-fiction. C'est-à-dire que Brice Teinturier arrive là, donc pour le gars d'Ipsos là, pour dire on a fait un sondage pour savoir quelles étaient les mesures qui étaient les plus importantes pour les Français, parce qu'on va vous interroger prioritairement là-dessus. Les deux mesures les plus importantes, c'était pouvoir d'achat et écologie. Évidemment, comme par hasard, qui représentait ce que les Gilets jaunes et le mouvement climat portaient depuis des semaines, voire même des mois dans la rue. Donc il y a un autre sondage qui a été fait en Europe, là, dont parle souvent Laurence Tubiana, 11 pays, la lutte contre le changement climatique et les questions écologiques en général arrivent dans les 3 préoccupations les plus importantes, dans 11 pays. Ouais. Et évidemment, si on les oppose, c'est-à-dire si on dit, alors l'écologie, ça va être au prix de, vous n'allez plus avoir de boulot parce qu'on va fermer des centrales nucléaires et puis des usines de voitures, et puis vous vous rendez bien compte que vous allez devoir vous priver, donc vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus prendre votre voiture, etc. Évidemment que ça crée des résistances. Tout l'intérêt de ce qu'on est en train de faire et de tout ce mouvement, c'est de faire comprendre au plus grand nombre, déjà qu'il y a un problème, et donc là je pense qu'on y est, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de conscience générale dans la société qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose, et deux, que ça demande de réinventer notre modèle de société. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est incompatible avec, on ne va pas pouvoir continuer à faire exactement comme d'habitude et en même temps résoudre le problème de l'écologie et du climat. Il y a une étude là, qui a été publiée par un certain nombre de scientifiques il y a quelques jours sur cette idée de la croissance verte en disant non, enfin, on ne peut pas imaginer continuer à avoir de la croissance. En gros, leur scénario, c'est de dire si on veut rester en dessous d'1,5 degré, il n'y a que les scénarios de décroissance qui marchent. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, on pourrait être sur une croissance mondiale de 0,5. Mais bon, globalement, votre mouvement, c'est un Oui, grand succès. C'est un grand succès, votre mouvement. Parce que quand même, vous dites c'est rien, 200 000 personnes, c'est rien, 2 millions de signatures. Si, quand même, c'est énorme. Mais, donc à la fois c'est un grand succès, à la fois vous avez contribué à changer les opinions, et puis vous avez touché des gens qui n'étaient pas touchés avant, les plus jeunes, qui ont la culture web, voire les collégiens. Il y a eu toutes ces millions de signatures. Et en même temps, qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a obtenu de concret? On entend de plus en plus le discours, même dans les milieux écolos. Moi, j'entends le discours de dire les Gilets jaunes, ils ont eu raison de soutenir la violence. Ils ont eu raison de brûler le Fouquet. Ils ont eu raison. Non, moi, je l'entends de plus en plus. Et parce qu'ils ont fait peur aux élites, et que c'est la seule façon pour les élites de comprendre, et que ce mouvement qui est une grande réussite, si grande réussite il est, eh ben, malheureusement, il n'y a rien de concret qui a été obtenu. Alors, face à cette critique-là, c'est la critique qui revient de écologie bisounours, écologie de la petite goutte, qu'est-ce que vous dites face à ça? Qu'est-ce que les Gilets jaunes ont obtenu de plus? Enfin, si vous écoutez le discours de politique générale qu'Édouard Philippe a fait hier, je crois, Oui, en fait, les deux, en tout cas, il y a plus que ce qu'aucun gouvernement a fait jusqu'ici en France. Donc Je n'ai jamais entendu un gouvernement dire on va aller à la neutralité carbone en 2050, on va interdire les véhicules thermiques, même si on voudrait que ce soit en 2030, en 2040. On est quand même. Et là où on leur a fait peur, en fait, c'est pas dans la rue. Ce qui leur a fait peur, c'est les élections européennes. C'est que les écolos ont fait 13,5%. Et que les écolos ont fait 13,5% parce qu'il y a un mouvement général dans la société qui va dans ce sens-là. Et qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle est en train de se dire il faudrait qu'on s'allie aux écolos ou qu'on récupère la thématique écolo dans nos propositions, parce que sinon, on risque d'avoir une force qui se structure à notre gauche, qu'on essaie déjà de tuer. Pour vous, il y a du positif dans les mesures gouvernementales. Il y a parce qu'il y a beaucoup de discours, beaucoup d'engagement, beaucoup des promesses qui engagent que ceux qui les reçoivent. Mais pour vous, il y a des choses concrètes qui sont comparables aux 17 milliards qui ont été obtenus par les Gilets jaunes? Et oui, il y a des choses concrètes, ce qui est en train de se faire sur le plastique, ce qui est en train de se faire sur le recyclage. Ça va se faire? Parce que les glyphosates, ça devait se faire, ça c'est le principe d'une loi. Enfin, je veux dire, après, là,
l'objectif, c'est que la société dans son ensemble pousse. Ce qu'on a réussi à obtenir de concret, si vous voulez un truc concret, c'est cette idée d'assemblée citoyenne tirée au sort, qui va travailler avec de la démocratie délibérative. C'est un truc que j'ai été proposé qu'on a proposé au mois de janvier avec un collectif qui s'appelle les Gilets Citoyens dans le Parisien. Ensuite, on a été proposé Emmanuel Macron avec Marion Cotillard au mois de février, en disant finalement ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de créer du consentement dans la société. C'est-à-dire que les mesures qu'il faudrait vraiment prendre si on voulait rester en dessous d'1,5 degré, c'est réduire de 50% le nombre de voitures en circulation, par exemple. Oui. C'est arrêter les vols intérieurs en France en avion. C'est passer à 25 kg de viande au lieu de 90. Donc ça, globalement, c'est pas très populaire. Oui, mais comment faire pour aller vers ça? Donc, la proposition, c'est de dire, on a besoin que ce ne soit pas imposé par l'extérieur, notamment par l'exécutif, mais qu'on ait tout un processus de démocratie délibérative. La démocratie délibérative, elle a été utilisée dans d'autres contextes, notamment en Irlande, sur la révision de la Constitution pour permettre l'adoption du mariage pour tous et du droit à l'avortement. Ça a été utilisé au Texas aussi pour engager la transition énergétique, ce qui fait qu'aujourd'hui le Texas est l'État américain qui a le plus d'éoliennes aux États-Unis, alors que c'est un État pétrolier par excellence. C'est faire travailler des gens, donc là en l'occurrence pendant 6 mois, au moins 3 week-ends par thématique, des gens qui seront tirés au sort, donc sur un modèle de jury d'assises, en leur donnant tous les éléments dont ils ont besoin, le pour, le contre, on va les former avec des experts, et médiatiser le processus. Pour vous, c'est ça le secret, enfin la bonne stratégie. Il n'y a pas de secret, c'est une modalité parmi d'autres. Il se trouve qu'elle a marché sur des sujets qui étaient conflictuels dans d'autres endroits. En Irlande catholique, le mariage pour tous ou le droit à l'avortement, c'est pas hyper populaire non plus. Mais simplement, une fois que les gens sont mis en situation de découvrir les enjeux, de les comprendre, d'être face aussi à la proposition d'agir. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On est obligé, là, par exemple, de réduire nos émissions de CO2 de 40 à 50% d'ici 2030. Comment on fait? D'accord. Pour vous, ça passe par un processus de démocratie délibérative. Ce processus-là, en fait, il va concerner ces 150 citoyens tirés au sort, mais le but, c'est de le médiatiser. Donc, c'est de faire en sorte que ça soit en ligne et que les gens puissent y assister en continu sur Internet et qu'on ait des soirées événementielles à la télévision pour que tous les autres Français qui se posent aussi ces questions-là puissent être témoins du processus, s'identifier aux gens qui vont y participer en disant « Ah tiens, bah, lui, il pense un peu comme moi ». Et de voir quelle est l'évolution de leur parti pris. Et qu'ensuite, ces propositions qui vont être émises par l'Assemblée citoyenne, elles soient soumises à référendum. Ah. Et qu'au moment où on va avoir un référendum, donc à choix multiple, puisqu'il y aura plusieurs propositions, la population est déjà délibérée, entre guillemets, qu'elle ait eu ce débat. Ce débat a eu lieu dans les familles, mais aussi dans les médias. Il faut un référendum pour prendre des mesures qui seront des mesures assez autoritaires quand même. Bah, si c'est un référendum, c'est pas autoritaire, puisqu'on choisit de les... Oui, enfin des mesures radicales, disons. Radicales. Ouais, bah, c'est pas la même chose. Le but, c'est qu'ensemble, on soit d'accord, qu'on se mette d'accord. Qu'on se mette d'accord sur l'urgence et qu'ensuite on se mette d'accord sur les modalités pour y répondre. Parce que sinon, effectivement, on peut jouer à ce petit jeu-là, d'avoir des gens qui disent « Ah bah faut faire ça », d'autres qui disent « Ah bah vous êtes des Khmers verts, c'est totalitaire, c'est autoritaire, blablabla ». Et puis, on continue à être bloqué. Donc, moi je crois que notre défi du jour, enfin notre défi de maintenant, c'est plus l'intelligence collective que de trouver des solutions, parce que des solutions, on en connaît. On les connaît. Vos questions, vos réactions. Alors, s'il vous plaît, des questions courtes et des réponses courtes. Et vous avez le droit de ne pas poser de questions et de faire un commentaire ou de dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes hyper d'accord, que vous trouvez ça génial. On vous écoute. Ils sont impressionnés un peu. Vous êtes d'accord? Bon, c'est déjà bien. Alors, c'est quoi la suite maintenant? La suite de quoi? De vos actions, de votre pensée, pour justement on arrive à agir vraiment. Et vous avez un plan, vous allez. Moi, je peux dire des trucs, mais... Moi, je viens de dire aussi. Allez, c'est votre tour. Ok. Bah, déjà, c'est de continuer à fond ce travail de convergence-là. Et on
peut obtenir des succès uniquement si on continue ce travail de rassemblement. Donc là, grâce à ce sondage, on a quand même réussi un travail qui était un pari de convergence avec une partie des Gilets jaunes. Priscilla Ludowski, François Boulot, on rejoint l'affaire du siècle, on rejoint les marches du siècle. On a aussi convergé avec la jeunesse dans la rue, donc Youth for Climate. Là, plus récemment, avec XR, Extinction Rebellion. Donc, en fait, la convergence s'organise et va continuer à s'organiser dans les mois qui viennent, et pas seulement d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue écologique et social. Et donc, ce travail d'organisation, il est primordial, que ce soit en France et avec d'autres pays, parce que voilà, c'est une problématique internationale. Côté, on est prêt, donc on travaille beaucoup avec Cyril et le plus de gens possible qui peuvent apporter de la stratégie ou des passerelles pour créer justement des synergies plus fortes. Et en fait, une de nos revendications prochaines, ça va être aussi de mettre la biodiversité au même niveau que le climat, parce qu'en termes de menaces existentielles, on parle beaucoup du climat et ça y est, le job il est un peu fait dans les médias, dans les entreprises, au niveau politique, on parle beaucoup de climat, mais les gens ne savent pas trop ce que c'est que la 6e extinction de masse et la crise qu'on connaît au niveau de la biodiversité, les liens que ça a aussi avec le climat. Donc en fait, l'année prochaine, il va y avoir ce qu'on appelle Nature 2020, une COP spéciale biodiversité en Chine, qui va avoir un temps de préparation en France. Donc les deux pays clés, ça va vraiment être la France et la Chine. Et c'est vachement important de mobiliser l'opinion publique dans ces pays-là, et donc notamment en France. Donc nous, on a envie de travailler dans ce sens-là, dans le travail de la biodiversité, enfin dans le sens de la biodiversité, mais tout en expliquant aux gens que tout ça, c'est systémique. C'est-à-dire que là, les Gilets jaunes, c'était la première crise de social-écologie. Toutes ces crises sociales, écologiques, démocratiques, elles sont liées, elles ont les mêmes causes. Donc il faut continuer à expliquer aux gens quelles sont ces causes et chercher des solutions. Et donc, ça nécessite de chercher des nouveaux mondes, des nouveaux possibles. Et donc là-dessus, on réfléchit aussi beaucoup avec Cyril. Et on a lancé cette tribune au Festival de Cannes qui s'appelle Résister et créer, et qui invite justement les raconteurs d'histoire, donc dans un premier temps dans le cinéma, à imaginer des futurs souhaitables, pour imaginer un imaginaire, donc un monde qui nous permettrait de rester sous les 1,5 et qui permettent de le faire exister, qui permettent aux gens de se donner un objectif commun et d'aller enfin dans ce sens-là, parce qu'on est submergé par les dystopies, mais on a beaucoup de difficultés à imaginer comment vivre de manière durable, sans empreinte carbone, dans la vie occidentale qu'on a eu l'habitude de vivre depuis 2 générations, mais nos grands-parents ne vivaient pas comme ça. Donc c'est pas si compliqué en fait de revenir à un mode de vie beaucoup plus en écologie profonde et en harmonie avec la nature. C'est pas si compliqué. Donc en fait l'idée c'est aussi d'infuser cet imaginaire dans le cinéma, mais aussi dans d'autres secteurs culturels, la musique, la télé. Et là il y a vraiment un enjeu d'imaginaire, de culture et de nouveaux paradigmes. Donc vous dites ce qui manque, il y a des dystopies cauchemardesques, mais on manque d'utopies, de bonnes utopies. Et réalistes. Réalistes et qui décriraient la vie qu'il faut avoir, un peu une nouvelle sobriété, une nouvelle frugalité. Et qui existe, hein. Qui existe, mais vous dites c'est un peu revenir au 19e siècle? Non. Non? Bah non, on invente. Non, mais ça veut dire qu'il y avait des... Il y avait des bonnes choses. Non, mais c'est pas ça, on n'était pas tous morts de faim et qu'il y a un peu cette idée que si on abandonne la totalité, enfin, même un tout petit bout de notre confort moderne, on va tous mourir, quoi. On n'aura plus de rendement agricole, on ne pourra plus se chauffer, on ne pourra plus prendre l'avion pour aller au bout du monde, ça sera horrible. Il faut raison garder un peu quand même. D'autant que notre mode de vie n'est pas le mode de vie de tous les habitants de cette planète. Et ce qu'on disait dans cette tribune, c'était si on veut être capable de construire un futur différent, il faut qu'on soit capable de l'imaginer d'abord. Et donc, qui mieux que les cinéastes, les écrivains peuvent nous aider à ça? C'est aussi un peu leur rôle. J'ai entendu, y compris ici au Deauville, il y en a avoir des gens dire ah mais les gilets jaunes, ils ne sont pas du tout écolos, ils roulent en 4x4. Mais c'est vrai que je vous conseille. Non, mais je vous conseille. Je ne dirais pas de nom, il y en a certains qui sont là. Mais c'est vrai qu'il faut. Je vous engage à regarder les vidéos de Priscilla Ludowski, surtout de François Boulot. Et c'est des gens qui vraiment, avec qui vous avez fait la convergence entre gilets jaunes et gilets verts. Une autre réaction? Oui. C'est vrai que la prise de
conscience, elle est en train de monter, on la voit partout, même dans les médias. Et il y a une totale incohérence entre souvent la première page sur l'urgence climatique, la page suivante sur la pub pour les 4x4 justement, et puis toujours cette analyse de ce qu'il faut c'est de la croissance pour de l'emploi, etc. Comment est-ce qu'on attaque ce moule-là qui est tellement fort dans la tête des décideurs, des hommes politiques, des patrons d'entreprise, etc., qui aujourd'hui tiennent ce système finalement, et puis finalement ils jouent bien avec. Comment est-ce qu'on attaque celui-là? Parce que la prise de conscience des citoyens, on voit qu'elle est là. La responsabilisation au travers une assemblée délibérative, c'est bien, mais est-ce que le grand après, c'est changer cette manière de... Donc la croissance et la nécessité de sauvegarder les emplois à court terme. Puis les messages, ils sont complètement dissonants aujourd'hui. C'est on continue à faire de la pub pour consommer de plus en plus, c'est toujours ça. Est-ce qu'il faut parler de croissance ou d'une autre forme de croissance, de décroissance ou d'une autre forme de croissance? Ce dont on a besoin, c'est de changer d'imaginaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on est dans une espèce d'entre-deux, donc c'est normal qu'il y ait des messages qui soient dissonants. Une fois, je voyais un article du Monde sur Internet où il y avait marqué les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté, puis autour, il y avait une pub pour un gros SUV, machin. Parce que les journaux, aujourd'hui, ils vivent avec ça. Exactement, parce qu'on est dans cet entre-deux. Donc, il y a plusieurs façons d'essayer de migrer de là où on est aujourd'hui vers autre chose, qui sont à la fois, effectivement, la création de nouveaux récits, comme on le disait à l'instant, c'est-à-dire qu'on puisse d'abord essayer d'imaginer le monde différemment, qu'il ne soit pas un monde drivé par la croissance, la pub, le truc et le machin. Le changement de comportement des gens au quotidien, c'est-à-dire que tout ça commence à devenir contagieux, c'est-à-dire des personnes qui se mettent à vivre différemment, de façon un peu plus minimaliste par exemple, qui mettent leurs priorités ailleurs que dans avoir un gros salaire, une grosse voiture. Ça commence à créer des conversations qui créent aussi des histoires, en montrant des exemples, c'est-à-dire ce que Tim Jackson par exemple a essayé de faire avec son bouquin La prospérité sans croissance, ce que Isabelle Delannoy a essayé de faire avec son bouquin sur l'économie symbiotique, c'est-à-dire montrer des modèles économiques alternatifs qui peuvent fonctionner, qui peuvent déjà même avoir été expérimentés sur des territoires, dans des entreprises et tout ça. Et puis, en prenant le pouvoir politiquement, enfin je dirais, ultimement c'est quand même ça, vous disiez c'est quoi la prochaine étape, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Si on veut vraiment que les choses bougent, on a besoin, comme disait Magali, de construire un mouvement le plus vaste possible, que ce mouvement soit hétéroclite, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des lycéens, des gilets jaunes, des entrepreneurs, des militants pour le climat, des ONG, etc. Et que ce mouvement ensuite s'incarne dans quelque chose. Donc on peut soit se dire qu'il faut essayer en gros de tordre le bras un peu des responsables politiques qui sont déjà là, et oui de toute façon il faut le faire parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que tous soient battus aux élections, ou il faut bien avancer. Donc là par exemple c'est ce qu'on essaie de faire avec l'Assemblée citoyenne tirée au sort, c'est créer un mécanisme de démocratie délibérative au cœur de ce système-là. Mais sinon, ça veut dire créer un nouvel espace politique qui mette vraiment en priorité, enfin au cœur de son logiciel, la question de l'écologie, la question de la justice sociale et la question du post-capitalisme, d'un monde post-croissance économique, parce que c'est quand même de ça qu'il va s'agir, et que cet espace politique-là puisse réunir un maximum de personnes derrière elle. Ouais, ça nécessite aussi un changement de valeur, parce qu'aujourd'hui, dans le monde capitaliste actuel, il y a quand même la valeur de l'argent qui est très forte, ou alors du bonheur via la consommation. Alors peut-être pas la majorité des gens qui sont dans cette salle, parce qu'on est quand même de ville green ou autre, mais en Occident, c'est quand même quelque chose qu'on nous a inculqué pendant longtemps. Donc en fait, il faut aussi se poser des questions plus personnelles, intérieurement. Qu'est-ce qui fait vraiment notre bonheur, et est-ce que j'ai envie de vivre en étant de trouver mon bonheur en étant consommateur, ou est-ce que j'essaie de devenir plus minimaliste et de sortir de ce système de consommation et d'élever les enfants autrement. Et je crois qu'il n'y a pas de mauvaise action, on peut tout faire et chaque choix compte en fait, que ce soit personnel, politique, industriel, consommateur, électeur, et il faut faire le maximum.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos projets d'écriture en cours, en termes de documentaire ou de film, si c'est public ou pas, peut-être probablement en ligne aussi, mais je suis curieux de savoir. Moi, là, je commence à tourner un documentaire au mois de septembre qui s'appelle Animal, donc qui est sur ce que tu disais, donc la disparition des espèces et comment l'enrayer, et plus largement qui pose la question de savoir quelle est notre place sur cette planète, quoi. Qui essaie de montrer que nous sommes des animaux et que le fait qu'on ait décidé à un moment qu'on avait toute légitimité pour pousser tout le monde et prendre toute la place, c'était pas sûr que ça soit tout à fait moralement acceptable. Et donc ça, c'est un film qui va être... théoriquement, les personnages principaux seront Jane Goodall et une jeune femme qui s'appelle Bella Lack, qui est une activiste pour la défense des espèces, qui a 16 ans. Et on va essayer de le sortir donc pour le truc en Chine. Je suis en train d'accompagner un demain chinois. Donc un demain réalisé par une réalisatrice chinoise avec des exemples chinois pour le public chinois. Donc c'est assez rigolo comme expérience. Ça va avoir un impact, non? Oui, c'est le but. Moi je suis allé en Chine pour la sortie du livre de demain parce que le film a été censuré et que la censure est beaucoup plus forte sur les films que sur les livres parce qu'il lisent pas trop les livres. Donc le livre a pu sortir. Et j'étais effaré, quoi. Enfin, on le sait empiriquement, mais moi j'avais envie d'aller voir. Et c'est ahurissant. 14% du réchauffement climatique, c'est juste le charbon chinois, seulement le charbon. Même pas le pétrole, même pas la conso, juste le charbon. Donc c'est hyper important d'essayer d'avoir un impact là-bas. Et c'est très intéressant de voir par quel bout il faut essayer de prendre les choses. C'est-à-dire que là-bas, on ne peut évidemment pas proposer de solutions politiques. Donc on est obligé de se concentrer sur des choses qui sont très actions individuelles, mode de vie et tout ça. Mais bon, on pourrait essayer de faire changer l'opinion publique. Donc c'est intéressant. Et là, donc, on vient de terminer la V1 d'un film de fiction qui est un film d'anticipation qui imagine une révolution en Europe. On pourrait situer ça dans les 10-15 ans qui viennent. Qui est un truc assez excitant. On va tourner en anglais. Où on a déjà un certain nombre de partenaires. Et on espère bien finir la V2 ou la V3 d'ici la fin de l'été pour le mettre en production. J'ai très envie de m'impliquer beaucoup plus dans des fictions justement pour essayer de construire des imaginaires qui touchent un public encore plus large. Et il y a de fortes probabilités que le film se décline ensuite en série avec sans doute je ne dis pas encore les chaînes et tout ça, mais on a déjà des gens qui sont intéressés. Il y a beaucoup de produits que les gens achètent qui sont extrêmement mauvais pour l'environnement et la majorité des consommateurs ne savent pas, comme des produits qui sont faits à base d'huile de palme par exemple, tout ce qui est Nutella, des choses comme ça. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de collaborer avec des magazines comme 60 millions de consommateurs directement avec les entreprises pour avoir un label comme le label sucre et gras, mais quand on achète un produit, savoir l'impact en fait de l'entreprise sur une forêt amazonienne par exemple, L'affichage environnemental. Sur n'importe où, parce que ça on ne sait pas en fait. C'est l'affichage environnemental, c'est toute la ouais. question de l'affichage environnemental. Mais qui ne soit pas fait par l'État, qui soit fait par un organisme qui soit indépendant. Je ne sais plus s'il y a une appli qui fait Yuka. Je peux regarder sur Yuka. Ils font que c'est plutôt santé Yuka. Ouais. Non, ils font. C'est santé diététique, il y a un projet qui est. Pardon. Non, je dis ça va se développer. C'est-à-dire que il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui sont en train d'essayer de pousser ça, et il y a des résistances assez fortes pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble. C'était l'histoire du Nutri-Score aussi, c'est-à-dire de montrer comme pour les appareils avec A++, et d'avoir ça sur la plupart des produits de consommation. Il y a évidemment un certain nombre d'industriels qui s'opposent à ça parce que c'est pas dans leur intérêt. Mais même si les industriels le font pas ou si ça se fait pas avec les gouvernements, à l'heure actuelle, il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui se mettent à faire une appli type Yuka qui puisse être utilisée de façon citoyenne.
il y a déjà ça pour tout ce qui est fashion avec Transparency, donc ils font la même chose avec l'impact écologique. Et je vois bientôt 60 millions de consommateurs, on réfléchit à un boycott sur une marque pas cool, donc je leur en toucherai un mot. Il y a un autre logiciel qui existe, qui est, je crois, sur Android, qui s'appelle Buy or Not. Et qui devait sortir pour iPhone, mais ils n'arrivent pas à le sortir pour iPhone, et qui intègre des données environnementales, et pas seulement esthétiques et sanitaires. Encore mieux, il y a une carte bleue qui dit à quel moment on a fixé son seuil d'émission en consommant. C'est Mastercard qui est en train de sortir une carte de crédit avec une sorte de plafond carbone. L'idée, c'est que vous déterminiez vous-même le plafond d'émission de carbone, en gros, qui serait lié à vos achats, et quand vous dépassez ce plafond-là, théoriquement, la carte ne marche plus. Hein, c'est une sorte de visa électron, mais carbone. Oui. Oui, je me suis fait voler la question sur la décroissance. Et j'en ai mais sur la décroissance. Parce que la croissance zéro, on en avait entendu parler déjà dans les années 70. Je crois que si on s'était tenu à ce discours-là à l'époque, il y a des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes qui ne seraient pas sorties de la pauvreté. Et donc je ne crois pas beaucoup à ce discours sur la décroissance. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à entendre auprès des chômeurs, déjà. Et puis ensuite difficile à vendre auprès de tout un tas de pays qui sont en train, eux, d'émerger grâce à la croissance. Mais je reviendrai sur Est-ce que vous croyez à la croissance? Est-ce que vous croyez qu'on peut continuer à avoir autant de croissance sur cette planète dans les conditions actuelles? Les gens aspirent à améliorer leur standard de vie. Oui, non, mais est-ce que c'est possible? C'est pas une question naturelle, c'est est-ce que c'est possible? Et au fond, moi, ce que je crois, c'est qu'il est impossible de s'y opposer. Sauf de façon très autoritaire et non démocratique. On n'aura pas le choix. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus suffisamment de ressources naturelles, ou quand on éclate, quand on arrive à 450 ppm, on fait quoi? Je ne suis pas en train de faire l'avocat de ceux qui pillent les ressources naturelles. Bah si. Je dis que l'aspiration... Non. Non, mais je comprends ce que vous dites. Et j'ai une autre question. En fait, ah oui. On concerne l'Assemblée délibérative, enfin, cette assemblée, dont les membres vont être tirés au sort. Alors ça, c'est une idée du gouvernement. Vous dites que vous avez poussé le gouvernement à... C'est pas une idée du gouvernement. C'est la vôtre. Ah oui, c'est une idée qu'on leur a proposée au mois de janvier. Vous pouvez retrouver la tribune dans le Parisien, et qu'on a proposé à Macron en février. Vont être tirés au sort. Ça ne vous gêne pas de mettre tous ces enjeux très lourds? On est tous d'accord pour dire que tout ça, c'est très important pour notre avenir à tous. De mettre ça dans les mains d'une espèce de loterie. 150 personnes sur 66 millions de Français. Donc en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le tirage au sort, c'est un peu comme dans le cas d'un juré d'assises. C'est-à-dire que, vous pouvez dire que c'est une loterie aussi pour les jurés d'assises. C'est-à-dire qu'on met la vie éventuellement d'une personne en jeu avec des gens qui sont tirés au sort. Sauf qu'en réalité, ces gens, on leur donne tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on va les former. C'est-à-dire que pendant 6 mois, ils vont avoir toutes les informations qui viennent à la fois des climatologues, à la fois d'entrepreneurs, à la fois d'économistes, à la fois d'associations, qui vont leur permettre de réunir tous les éléments. Et ces gens vont être représentatifs, puisqu'on va le faire sur la même modalité qu'on le fait par exemple pour les sondages, représentatifs de l'ensemble des catégories socio-professionnelles, d'âge, de la société. Pourquoi? Pour que les mesures qui pourraient émerger soient des mesures qui soient acceptables par tout le monde. C'est-à-dire que je réponds à votre question de la croissance, parce que la croissance, on ne sera jamais d'accord, parce que c'est naturel d'avoir de la croissance. Là, l'idée, c'est d'avoir des choses... J'ai posé cette question aux Africains. Alors, je vais y revenir, parce que je sens que vous êtes tenace. Sur le tirage au sort, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des mesures que l'ensemble de la société accepte. Parce que avoir des experts qui sont très intelligents et qui comprennent bien le sujet, et qui proposent des choses qui sont absolument pas recevables, et donc qui vont créer les bonnets rouges ou des blocages X ou Y, parce que justement la modalité qui a été trouvée n'est absolument pas adaptée à la réalité d'un certain nombre de Français, ça ne marche pas. En fait, c'est assez drôle parce que dans vos deux questions, vous reprochez à l'Assemblée citoyenne ce que vous dites pour la croissance. C'est-à-dire la croissance, on ne peut pas parler de décroissance parce que
ça ne sera jamais accepté par les gens. Et là, moi, je vous dis, pour que les mesures qu'on devrait prendre, qui sont des mesures assez radicales, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, soient acceptables, on a besoin que ça puisse être élaboré par des gens qui sont représentatifs de toutes les réalités de la société. Ensuite, sur la croissance et sur les Africains. L'idée est d'avoir quelque chose... Non, Non, vous ne voulez pas que je réponde à ça? Je ne comprends pas bien la mécanique de désignation de ces 150 personnes. Si vous dites qu'ils vont être représentatifs, Ils sont tirés au sort comme on fait pour un sondage. selon la technique des sondages, d'accord. C'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Et qui vont être formés. Ce sera des cœurs purs que des experts vont former. C'est pas des cœurs purs, hein, Qui sont les experts? on est un petit peu ironique, je vois. Ce ne sont pas des cœurs purs, ce sont des citoyens comme vous et moi. C'est-à-dire que ce sont des personnes. Ce qui est intéressant, dans les exemples que je citais tout à l'heure, de l'Irlande ou du Texas, c'est que par exemple au Texas, le fait qu'aujourd'hui ça soit l'État dans lequel il y a le plus d'éoliennes aux États-Unis, on n'y serait jamais parvenu uniquement avec des politiques élus. Parce que les politiques élus, eux, sont coincés dans à la fois la mécanique des lobbies qui souvent a financé leur campagne, particulièrement aux États-Unis, à la fois dans la volatilité de l'opinion publique qui se dit « Ouh là là, oui, mais ça va supprimer des emplois là, et on ne sait pas ce que ça va donner ». L'opinion publique qui est la plupart du temps assez peu renseignée sur les sujets en question, et donc qui n'a pas eu l'opportunité de creuser, de se poser la question, et ben, la démocratie délibérative, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on propose aux citoyens de se prononcer à partir du moment où ils ont eu la chance d'être informés au maximum sur ces sujets-là et de délibérer entre eux. C'est-à-dire de se poser toutes les questions que vous posez. C'est-à-dire, ah oui, mais si on fait ça, ça va faire ça. Ah oui, mais il y a aussi cette réalité-là. Ce qui est l'intérêt d'avoir des gens qui sont représentatifs de toute la société, c'est qu'à un moment, quelqu'un puisse dire, eh mais là, le truc que vous proposez, ça ne marchera jamais pour des gens comme moi. Ah oui, ah bon, alors comment on peut faire? Et là, on se donne la chance d'arriver à des solutions qui sont les plus fines possibles et les plus globalement acceptables possibles pour la population. Et ensuite, c'est là où c'est pas une loterie, c'est un peu caricatural ce que vous dites. L'idée que ça soit médiatisé, donc que ces délibérations, elles puissent avoir lieu dans les médias, qu'elles puissent avoir lieu dans les familles, dans les entreprises, que les gens puissent en parler pendant tout le processus des 6 mois, et qu'ensuite ça donne lieu à un référendum à choix multiples. C'est-à-dire que la population dans son ensemble, c'est-à-dire y compris vous, qui êtes plus intelligent que les 150 qui ont été tirés au sort, puisse dire bah non, ça me paraît absurde, étant donné tout ce que j'ai entendu pendant ces 6 mois, je vote oui ou je vote non. Donc là, on est dans un exercice vraiment de démocratie. C'est-à-dire si on croit à la démocratie, au fait que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, ben on met en place des mécanismes de ce type-là. Voter simplement pour des gens et leur laisser un chèque en blanc pendant 5 ans, et ensuite aller faire des manifestations, et ensuite éventuellement avoir simplement comme choix de dire je revote pour lui ou je revote pas pour lui, c'est quand même une conception de la démocratie qui est assez rudimentaire par rapport à ça. Et ces à gens, mon avis. ouais, ces gens tirés au sort, ça va être une parenthèse de quelques mois pour eux. Ils n'ont pas d'enjeu personnel, ils n'ont pas de conflit d'intérêt d'être élus, de négocier avec tel ou tel lobby. Donc il n'y a pas la même méfiance non plus de la part des citoyens. Pour eux. Vous comprenez? Le sens de ma question, c'est que... Mais vous allez voter dans un référendum ensuite. Donc moi, c'est quoi votre... la légitimité de ces gens-là, mais je ne veux pas monopoliser le débat. C'est juste que je m'interroge. Et quelle est la légitimité? Pour moi, n'a rien de démocratique. Non mais c'est intéressant, mais quelle est la légitimité, par exemple, d'un président que vous avez élu qui représente en gros 24% du corps électoral, moins les abstentionnistes. C'est-à-dire quelques millions de voix. C'est extraordinairement loin d'être la majorité des Français. Et personne n'a jamais dit que le président doit être élu par plus de 50%. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question importante. Mais c'est très intéressant. On ne reconnaît pas la légitimité de décider pour moi, c'est ça que je veux dire. Mais ils ne décident pas pour vous puisque vous avez un référendum derrière. C'est ce que je m'évertue à vous dire. Vous avez un référendum derrière. Ils ne vont pas décider pour vous. Ce que je vous dis, c'est que c'est aussi une histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que la légitimité, et il y a beaucoup de gens qui remettent en question la légitimité de la démocratie représentative telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Puisqu'encore une fois, les élus qui sont aujourd'hui au pouvoir sont représentatifs
d'une partie très minoritaire de la société, et pourtant ils prennent des décisions pour les 3/4 de la société qui ne les a pas élus. Vous vouliez réagir hein? Non, mais je voulais réagir à ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'en effet, je ne partage pas ce que tu dis. Au fond, quand tu regardes les élections européennes, c'est finalement difficile, sur toutes les listes, quand tu dis tout, il y a peut-être 2 listes qui parlent d'écologie, réellement. Donc, je veux dire, l'offre politique, elle est quasi inexistante. Il y a quand même des tas de listes qui n'en parlent pas du tout. C'est même pas un sujet. Donc, en tout cas, moi, je ne me sens absolument pas représenté par rapport à ça. Il y a une liste qui permet de représenter. En revanche, ça m'intéressait d'avoir votre réponse sur la question de la décroissance et de l'Afrique. Pardon, j'ai quand même remarqué que vous ne parlez pas de décroissance, vous vous référez à la prospérité sans croissance. C'est un peu différent, non? De toute façon, on aurait pu imaginer des scénarios accroissants, entre guillemets, sur l'ensemble de la planète il y a 30 ou 40 ans. Mais maintenant, il faut être décroissant. Aujourd'hui, clairement, si on veut rester en dessous d'1,5 degré, je ne vois pas comment ça peut marcher. Enfin, c'est même pas moi qui ne vois pas. Hein. Il y a de multiples économistes, scientifiques, etc., qui se sont penchés sur la question. C'est une décroissance industrielle, pas forcément une décroissance des services. Voilà. L'idée justement de cette étude qui a été conduite par des scientifiques il y a quelques jours, dont les résultats ont été divulgués il y a quelques jours, c'est est-ce que cette idée de la croissance verte, c'est-à-dire qu'on va être capable de découpler l'utilisation de matière de la croissance économique, c'est-à-dire l'idée qui est oui, mais ok, il y a toutes les activités extractivistes qui demandent d'aller détruire des ressources naturelles, soit, mais en fait, on peut faire fonctionner l'économie sans ça, avec l'économie de la connaissance, avec une économie en gros un peu dématérialisée. Et ils ont essayé de challenger cette hypothèse-là, en disant est-ce que ça marche pour de vrai? Ça suffit pas. Et leur conclusion est de dire non. Alors après, moi je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait leur étude, etc. Ils disent ça. Ce qui est sûr, c'est que sur l'ensemble de la planète, ça ne sera pas homogène. C'est-à-dire que, évidemment, le but, c'est que les pays qui aujourd'hui ont l'empreinte écologique la plus importante et qui consomment le plus, consomment beaucoup moins pour que ceux qui aujourd'hui ont besoin de se développer sur tout un tas de dimensions de leur économie aient la capacité de le faire. C'est-à-dire que c'est là aussi une question de répartition des richesses. Aujourd'hui, même les pays qui sont supposés être les plus vertueux, c'est-à-dire si on regarde par exemple les émissions de gaz à effet de serre simplement des pays, on peut avoir le sentiment qu'en France, ça va, on est bien, quoi. Sauf que quand on regarde les émissions par tête de pipe, on est à 7 tonnes de carbone par habitant et par an, sans les émissions importées, c'est-à-dire sans les trucs qu'on achète. Et si on rajoute les trucs qu'on achète, c'est-à-dire les émissions qu'on a externalisées dans les pays qui fabriquent les trucs pour que ça soit importé en France, on est à 11 tonnes. Il faudrait être en dessous de 2 tonnes. Donc c'est divisé par 6. Et aujourd'hui, il y a des pays où, prenons le Yémen par exemple, c'est 0,9. Il y a des Parisiens qui arrivent à être sous 2 tonnes, hein. C'est pas impossible. Hein. J'ai des copains parisiens qui sont à 2 tonnes. C'est pas, ils vivent bien, ils sont heureux. Comment ils le mesurent les calculs? Attendez, allez-y. Je voudrais revenir sur cette assemblée dont on parlait tout à l'heure. Dans votre présentation, est-ce que vous avez prévu des pare-feux ou des moyens d'échapper à la pression des lobbies notamment? Puisque on parle d'une assemblée qui va être tirée au sort, il va y avoir une formation donc avec des experts qui seront choisis nécessairement, qui auront leur comment on se défend? On aura des médias qui rendront cette formation publique, mais à un moment donné, on connaît le système. On sait que le système parlementaire à l'origine était pensé un petit peu sur le même principe. Hein, où on avait une assemblée, alors certes élue, mais qui allait débattre, qui allait avoir le temps de débattre, de choisir des lois qui seraient les meilleures pour nous tous. Et puis, au fur et à mesure, le système s'est un petit peu grippé. Voilà, est-ce que vous avez réfléchi à des pare-feux? Comment dans ce système idéal on se défend contre les lobbyistes de Monsanto et de la chasse? C'est pas un système idéal, c'est une expérimentation pour essayer d'apporter des choses complémentaires, comme ce qui se passe en Suisse où il y a un savant cocktail entre de la démocratie directe et de la démocratie représentative. Là, le but n'est pas d'abolir la démocratie représentative, le but est d'y adjoindre des mécanismes de démocratie directe sur un certain nombre de sujets.
Oui, on y réfléchit. Pour l'instant, en fait, on est vraiment en négociation avec le gouvernement déjà sur les modalités d'organisation. C'est-à-dire qu'on est déjà en train d'essayer de faire en sorte que le processus ne soit pas amoindri, tordu, et qu'il y ait un maximum justement de lignes rouges qu'on a posées qui soient respectées sur le comité de pilotage, sur le temps dont on va disposer pour le tirage au sort, le temps dont on va disposer pour la délibération, parce qu'il faut au minimum 3 week-ends par sujet, il faut 3 semaines entre chaque week-end. Enfin, c'est des méthodes qui ont été déjà très éprouvées, donc on sait comment ça fonctionne. Et sur la question des lobbies, on n'a pas encore de réponse très précise. La chose qu'on essaie de faire, qui, selon nous, permet de laisser que les débats soient les plus honnêtes possibles, c'est la transparence. C'est-à-dire que ces débats soient lisibles tout le temps, sur Internet, à la télé, et que globalement, s'il y a des revirements de position un peu douteux, ça puisse se voir, puisqu'on voit les délibérations. Et donc c'est aussi une façon d'encourager chacun à venir faire acte de travailler pour l'intérêt général pendant un petit moment. Et que cette responsabilité-là, chaque personne qui vient exercer son mandat dans l'Assemblée citoyenne puisse la ressentir à travers cette transparence, à travers le fait que les gens regardent et qu'ils comptent sur eux. Transparence aussi des interventions des lobbyistes, des notes qu'ils remettent, des éléments de langage. Sur les notes qui sont remises, etc., oui, évidemment, puisque toutes les contributions qui sont apportées, elles sont publiques, elles sont transparentes. Aujourd'hui, elles le sont. En revanche, que des gens puissent être soudoyés chez eux, qu'on les a identifiés à la télé, on les appelle, on leur propose un voyage ou je ne sais quoi, ou un boulot, ça c'est très difficile à vérifier. La seule façon d'y arriver, c'est la dynamique du groupe. C'est-à-dire que dans le groupe, ce truc-là puisse émerger à un moment éventuellement entre les gens. Bon, on continue, si vous n'êtes pas trop fatigué, tant qu'on ne m'arrête pas, je continue. Tout à l'heure, vous dites sur votre futur film, sur Charbon, tourné en Chine, si vous avez réussi la autorisation? Alors, ce que je disais, non. C'est votre produit présenté en Chine ou présenté en France, en Europe? Non, ce que je disais, c'est que j'accompagnais la création d'une adaptation du film qu'on a fait qui s'appelle Demain, en Chine, et qui va être tourné par une réalisatrice chinoise, avec une production chinoise, avec des exemples chinois. Donc eux, oui, ils ont des autorisations beaucoup plus facilement, puisqu'ils sont chinois et qu'ils filment en Chine. Donc des fois, c'est dans ce thème-là, pour la province de Shanxi, c'est là, c'est la capitale du monde, de Charbon. Ouais. C'est quand on descend le bio, il faut de l'autorisation du gouvernement. Oui. C'est très dans le haut aussi, c'est tout à fait. Très sensible. Non mais c'est pour ça justement que je disais tout à l'heure qu'on construit le film de façon assez consciente de ça. C'est-à-dire moi je veux pas non plus que la réalisatrice elle finisse en prison. Donc, après, c'est le présenté votre film en France ou en Chine? Ça, ce film-là, il va être chinois pour être présenté en Chine. Et puis après, le film que moi je vais faire sur les animaux, on va tâcher de venir le présenter en Chine aussi. En Chine aussi. Merci. Si je peux, je me posais une question par rapport à votre avis. L'audience chinoise, des gens que vous avez pu rencontrer, historiens chinois, au moment de la distribution de mon livre, etc. Juste un avis par rapport à ce que vous avez pu entendre, voir, c'est vraiment au dos mouillé, c'est pas du sondage. Mais comme on a fait d'informations sur aussi l'opinion en Chine, juste avoir votre ressenti aussi. Moi j'ai vu une population très urbaine, assez tournée vers le monde extérieur, donc c'est pas du tout représentatif de tous les Chinois. Donc après ce que j'ai entendu, ce dont j'ai pu être un peu témoin en passant un peu de temps là-bas et en discutant avec les gens qui y habitent, c'est qu'il y a une explosion du consumérisme en Chine qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus consuméristes et capitalistes que des Américains maintenant. C'est fou quoi. Et qui sont hyper numériques.
guillemets. C'est-à-dire qu'ils font tout avec leur smartphone. Ils ont un truc qui s'appelle WeChat, qui est une espèce de fusion de WhatsApp et Facebook, qui leur permet à la fois d'interagir les uns avec les autres, mais aussi d'acheter, de commander, de surfer sur Internet. Puis il commence à avoir des fiches avec des points comme dans Black Mirror. Et puis il y a une expérimentation avec le crédit social qui existe pour l'instant à l'état d'expérimentation et qui pourrait être généralisé dès 2020. Où ils ont effectivement des points et ils gagnent ou ils perdent des points en fonction de leur comportement. Donc leur comportement qui est tracé à la fois par leur activité numérique et à la fois par les caméras de vidéosurveillance. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement chinois met en œuvre, est dans cette espèce d'ambivalence dont on parlait tout à l'heure, énorme. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté de stimuler la croissance, de productivisme qui est très forte. Il y a ça déborde d'objets, de production, de trucs, et en même temps, ils sont en train de prendre des mesures écologiques assez drastiques. Et ils vont très vite, puisque ça n'est pas une démocratie, donc ça va vite. D'ailleurs, ils se moquent de nous. C'est moi, les Chinois avec qui je parle, ils disaient, mais votre truc de la démocratie, ça marche pas. Alors que nous, si demain le gouvernement dit, paf, il n'y a plus de plastique, paf, il n'y a plus de plastique dans les 3 semaines, quoi. Donc là, par exemple, à Pékin ou à Shanghai, on ne peut plus acheter de véhicules thermiques. Ou alors il faut se mettre sur une liste d'attente vraiment de mois et mois, parce que la pollution de l'air est trop dramatique. Donc ils ont que... Et alors eux, ils bricolent. C'est-à-dire qu'ils bricolent les vieilles bagnoles ou les vieux scooters où ils remplacent par des moteurs électriques. Il y a des vélos, évidemment, les vélos chinois ou les trottinettes chinoises, il y en a plein aussi. Mais en même temps, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'ils font des autoroutes urbaines complètement dingues. C'est-à-dire que dans le centre de Pékin, c'est des 10 voies, avec des buildings autour qui se montent en quelques mois. Je leur dis, mais comment vous faites pour construire des buildings aussi vite ? On travaille 24/24. Et paradoxalement, il y a une pollution telle de l'air, de l'eau, parce que les usines déversent plein de produits chimiques dans l'eau, donc il y a plus des 3/4 des fleuves de Chine qui sont archi pollués. Et en fait, c'est le peuple qui en subit les premiers effets, que ce soit dans les grandes villes. Le fog chinois, il est vraiment hallucinant. Donc il y a plein d'enfants qui ne laissent pas sortir leur enfant, il y a plein de parents qui ne laissent pas sortir leur enfant avant 1 an. Il y a beaucoup de cancers. Donc il y a des villages de cancéreux qui sont en train de se mettre en place en périphérie des grandes villes. Et il y a beaucoup de révolutions chaque jour, plusieurs dizaines, qui sont tues dans les médias. Donc il y a une dissonance cognitive énorme parce qu'il y a cette consommation frénétique poussée par le gouvernement. Ce gouvernement qui a conscience qu'il faut qu'il opère sa transition écologique très forte et à la fois qui, comme en Afrique, se doit effectivement de faire monter le niveau de vie des plus pauvres. C'est compliqué. Et ce qui est paradoxal, juste une anecdote, parce que c'est marrant, j'en discutais avec la réalisatrice chinoise qui me disait, moi les jours où il y a trop de pollution, du coup je suis obligé de prendre ma voiture parce que si je prends le vélo, c'est horrible. Je dis, mais si t'es dans ta voiture, t'as plein de gaz. Elle me dit, ah ben non, parce qu'on a des purificateurs d'air dans la voiture. Donc en fait, plus c'est pollué, plus ils prennent la voiture pour être dans un air soi-disant pur, quoi. Après, aussi, le cercle vicieux aussi, c'est que c'est nous aussi qui consommons ces Bien sûr, produits. ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'on achète tout du China. C'est l'usine du monde, ouais. Au final, eux payent les répercussions, mais c'est quand même nous aussi les produits. On peut changer, hein. On peut arrêter d'acheter Made in China. Moi, je suis à 100%, c'est sûr, mais après, ça reste élitiste quand même. Le changement à notre niveau, il reste assez élitiste. Je pense que aussi en train d'éducation culturelle, etc., qui fait que malgré tout, même si on essaye à notre échelle de faire des choses, et je trouve que du coup aussi au niveau de l'éducation, de l'école, etc., l'engagement il se fait, et c'est vrai que les niveaux scolaires ils essaient de plus en plus d'accès à la biodiversité, un engagement citoyen auprès des enfants. Et donc voilà, mais c'est une action qui doit se porter vraiment à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je trouve que ça reste quand même très élitiste au niveau des campagnes de communication. Il faut qu'on termine. Est-ce que, si vous n'avez pas d'autres questions, on va demander à Magali et à Cyril de conclure. Moi, j'avais une autre question. Oui. Je voulais vous
demandais je voulais parler de la pertinence d'utiliser le suffrage universel pour le référendum dont on parlait tout à l'heure, en sachant que les questions qu'il va traiter sont des questions d'avenir et sont des questions qui sont énormément portées par la jeunesse, notamment sur YouTube, sur tous les social media. Et donc je me demandais la pertinence d'utiliser le suffrage universel en sachant qu'une part de cette jeunesse, donc les 15-18, environ 14-18, vont être mathématiquement, systémiquement exclus du processus de décision. Oui, ils sont influents quand même. Ils sont influents, mais dans le vote final, n'ayant pas le droit de vote, ils vont être exclus du processus. Oui, mais il y a des idées pour surpondérer le vote des jeunes, puisqu'ils resteront plus longtemps sur Terre. Il y a une proposition en ce moment pour que le vote des jeunes compte plus que le vote des vieux. Eh oui. Il y a aussi une proposition d'abaisser à 16 ans là, la possibilité de voter, ce qui est intéressant. Mais tant qu'on n'a pas de modalité meilleure, le suffrage universel c'est quand même l'expression, l'une des expressions les plus satisfaisantes de la démocratie, si tant est, encore une fois, et moi je crois beaucoup à ça, que le suffrage universel, on l'utilise après un moment de délibération, d'éducation, entre guillemets, où on est vraiment au fait du sujet sur lequel on va voter. C'est-à-dire pas le Brexit où les gens pensent que l'Union européenne va décider de la courbure des bananes. C'est par exemple quelque chose qui pour avoir parlé avec des Britanniques, c'est quelque chose qui se passe pour le Brexit, où en fait ils se rendent compte que les gens qui ont voté pour sont les gens qui ne vivront pas le Brexit. Ouais. Et que les jeunes n'ont majoritairement pas voté, et qu'avec le déséquilibre démographique, si le vote avait lieu aujourd'hui, ce serait peut-être pas le même. Mais le problème du Brexit, plus largement, c'est le problème de la manipulation dans les médias et de faire voter les gens sur une espèce de grand truc oui-non à partir d'impressions extrêmement vagues. Et de jouer sur les affects. C'est pour ça que moi je crois beaucoup, par exemple, à la démocratie délibérative comme un outil d'exploration. Bon, Magali, un mot de conclusion. Welcome, vous pouvez suivre les réseaux en express. Si vous avez des idées de partenariat ou d'action pour avoir de l'impact, bienvenue, je suis toute oui. Alors, quelle est l'adresse du site web On est prêt sur Facebook, Instagram, Twitter. Voilà. D'accord, on est prêt. C'est stoche, hein, ça va quoi. Cyril, sur l'avenir, les étapes suivantes. Tout ce qu'il y a à faire encore. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin de construire le mouvement, donc tout ce que vous pouvez faire pour construire le mouvement, c'est super, au sens large du terme, c'est-à-dire que là, moi par exemple, je vais le 21 à Aix-la-Chapelle parce qu'il y a une climate strike des jeunes là, centralisée à un endroit, donc où il y aura justement des gens de toute l'Europe, parce que je me dis il faut absolument qu'on articule avec d'autres mouvements européens. Mais on a aussi besoin d'articuler des mouvements à l'échelle locale, on a besoin d'articuler des mouvements entre des entrepreneurs, on a aussi besoin de le faire dans un espace plus politique, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de le faire avec les artistes, les youtubeurs. Donc quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez, construire du lien, créer des forces qui vont ensuite pouvoir être des forces de coopération, c'est fondamental. Et je pense qu'on ne peut plus, étant donné l'imminence des dangers, enfin ils sont même déjà là dans un certain nombre d'endroits du monde, on ne peut plus rester à l'extérieur, on ne peut plus regarder ça de loin en disant bon alors oui on va voir comment ça va se passer. Il faut qu'on s'engage d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans notre métier, sur notre territoire, ou dans la politique, ou dans la création de récits. Mais quel que soit, j'ai envie de vous dire, trouver le bon espace dans lequel vous avez envie de vous engager, le truc qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever le matin et qui vous donne de l'énergie. Chacun doit trouver son engagement. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous.